Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Service Gagnant, l'émission des sports de raquettes. Aujourd'hui, je suis toujours accompagné de Driss Kamel à la présentation. On accueille aujourd'hui deux nouveaux, à savoir Naël Guillemard et Jules Stéphaux, le nouveau présentateur de la soirée de l'info, tous les vendredis sur la chaîne Twitch EDJ Live. Comment ça va les gars ? Bah ça va super et toi ? Ça va super. Ça va nickel. Alors tout de suite pour démarrer le traditionnel Flash Info. Yannick Sinner est de retour cette semaine à domicile au Masters 1000 de Rome. Le numéro 1 mondial a purgé sa peine de 3 mois suite à son contrôle positif au Clostable. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il est loin d'avoir tout oublié. L'Italien a rejoint les quarts de finale sans encombre. Aucun set subi face à Mariano Navone au premier tour, ni contre Jasper De Jong au deuxième. Francisco Cerundolo, pourtant très en forme cette saison, a subi le même sort en huitième de finale en s'inclinant 7-6, 6-3. Aujourd'hui, l'Italien affronte le très récent vainqueur du Masters 1000 de Madrid et numéro 7 mondial, Casper Ruud. Ce sera sur le Foro Italico à 19h. Un premier test face au top 10 pour Sinner, qui cette semaine montre qu'il ne faut pas le sortir du débat des favoris pour Roland Garros. S'il l'emporte, il affrontera l'Américain Tommy Paul, tombeur plus tôt dans l'après-midi d'Hubert Hurkacz. L'autre Italien en lice, Lorenzo Musetti, a éliminé de façon prodigieuse le numéro 2 mondial Alexander Zverev. L'autre choc de ces quarts de finale entre Carlos Alcaraz et Jacques Draper s'est conclu sur une victoire de l'Espagnol qui retrouvera le second rang mondial lundi prochain. Deux frères au coude à coude. Alexis Lebrun prend une place au classement mondial et atteint la 8e place. Il bénéficie de la chute de Patrick Franziska. En effet, l'Allemand devait défendre 1400 points provenant de sa finale l'an dernier au Saudi Match. Il ne l'a pas fait, offrant cette 8e place sur un plateau à notre Français. Alexis Lebrun rattrape son frère Félix, 6e mondial. Ils sont maintenant à seulement 800 points d'écart. Les deux frères sont attendus ce week-end au Qatar pour les championnats du monde. Les wildcards de Roland Garros ont été dévoilés. Pour rappel, les wildcards sont des invitations attribuées par les différentes fédérations de tennis permettant d'intégrer le tableau principal ou les qualifications. Chaque année, les fans de tennis attendent et font leurs pronostics sur qui seront les heureux élus. La Fédération française de tennis a levé le voile ce mardi 13 mai. Stan Wawrinka, triple vainqueur en Grand Chelem dont une fois dans la capitale en 2015, accède au tableau principal. Richard Gasquet a lui aussi bénéficié d'une wildcard pour le tableau principal. Il fera d'ailleurs ses adieux et arrêtera sa carrière à l'issue de ce tournoi. 4 autres Français en ont bénéficié, à savoir Pierre Hugerbert, Valentin Royer, Arthur Cazot et Terence Atman. Chez les femmes, Diane Paris, Chloé Paquet ou encore Tiansoa Sarah Rakoto Manga Rajaona seront de la partie. Du côté des qualifications, le prodige Moïse Kwame sera présent à seulement 16 ans et chez les femmes, la jeune Cindy Langlais, 15 ans, finaliste du J202 Cap d'Aille en avril, a elle aussi reçu une wildcard. Les championnats du monde de squash se tiennent actuellement à Chicago aux États-Unis. Sur les 5 Français présents, seul Victor Crouin a réussi à atteindre les 8e de finale. Il s'est hélas incliné face à la tête de série numéro 4, Paul Cole, en 3 petites manches, 11-6, 11-4, 11-9. Les deux premiers au classement mondial sont toujours en course. Ali Farag affronte son compatriote égyptien Tarek Momen. Mostafa Assaï fait de même et affronte Karim Gawad. La finale se tiendra ce samedi 17 mai. On parle maintenant d'un tennisman local. Après une longue blessure, le monégasque Valentin Vachereau poursuit son comeback. Après son Monte-Carlo plus que réussi, où il a éliminé le 87e mondial Jan-Lennard Struff et pris 1-7 à Grigor Dimitrov, le monégasque était attendu au pied de la Sainte Victoire puis en Italie. Il devait défendre ses points acquis l'an dernier. En 2024, il avait atteint la demi-finale à Aix-en-Provence, mais cette année, la tâche se révélait être plus difficile. Le tableau était plus relevé que l'édition précédente, avec la présence du triple vainqueur en Grand Chelem Stan Wawrinka, ou encore le numéro 26 mondial Alexei Popyrin. Le monégasque a fini tout proche de son objectif. Il a atteint les quarts de finale en l'éliminant sur son passage au numéro 66 mondial Jaume Mouniard. Malheureusement, il bute face à Borna Gojo. Il descend à la 262e place, mais la confiance est de retour. On a pu questionner le monégasque sur ses objectifs pour la saison. Il ne cache pas ses ambitions. Projet dans ma tête dans 3 semaines. À partir de là, j'ai plus aucun point à défendre jusqu'à la fin de la saison et tout ce que je vais prendre sera positif. Il me faut 130 points sur ces 3-4 prochaines semaines à prendre pour faire les qualifs de Wimbledon. Du coup, je vais devoir jouer beaucoup de challengers sur terre. Je vais jouer beaucoup de challengers sur terre jusqu'à juillet avant de reprendre sur dur. J'ai assez de points pour jouer à Roland Garros, donc c'était déjà moi c'est le plus important. Je préférais jouer à Roland Garros pour la fin de l'année. Je le cache pas, c'est d'être très proche de la 50e place. En Italie, au Challenger de Francavilla al Mare, Valentin Vachereau a confirmé son retour en forme. Il a atteint la finale. Il s'est incliné face à Francesco Maestrelli. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre lundi pour le début des tant attendues qualifications de Roland Garros, et comme il l'a dit, est son objectif principal.
Passons maintenant aux chroniques préparées par nos deux invités. On connaît les frères Lebrun, fratrie qui enflamme le tennis de table français, mais dans leur lignée, un certain Flavien Coton fait de plus en plus parler de lui, Jules Stéphaux. Il n'a que 17 ans, mais déjà une médaille d'or autour du cou et des étoiles plein les yeux. Flavien Coton a encore prouvé son immense talent en remportant la finale des championnats d'Europe junior de tennis de table le 11 mai. Il s'est imposé en 7 manches 4-3 contre le Roumain Iulian Chirita à Bratislava en Slovaquie. Et il n'en est pas à son premier exploit. 2 mois plus tôt, il s'était offert un succès contre le Danois Jonathan Groth, actuellement 19e mondial. Mais peut-on s'attendre à le voir au même niveau que les Lebrun ? Alors pour être exact, il fait même mieux que les Lebrun. Le 9 avril, il s'est adjugé son premier titre sur le circuit international à Avirov en République tchèque, battant tous les records de précocité. Il a donc fait mieux que son compatriote Félix Lebrun, qui avait gagné à Antalya en octobre 2023. Néanmoins, le médaillé de bronze au JO 2024 avait triomphé sur un tournoi, il faut le dire, plus prestigieux. Mais alors, Flavien Coton peut-il nous ramener une médaille lors des prochains Jeux Olympiques ? Alors forcément, avec tel résultat, il est difficile de ne pas s'emballer. Mais rappelons que Fabien Coton n'a que 17 ans. Il vivra donc sa première Olympiade à 20 ans, c'est très jeune et il a encore plusieurs années devant lui pour nous faire vibrer. Merci beaucoup Jules Stéphaux. Maintenant parlons raquettes et volant. Le 4 mai s'est conclue une importante compétition mixte de badminton, Naël Guimard. Du 27 avril au 4 mai s'est déroulée la Sudirman Cup, l'emblématique championnat du monde par équipe mixte organisé cette semaine à Xiamen en Chine, et c'est bien eux qui ont remporté la finale pour la 14e fois d'affilée. Et pour nos Français, qu'ont-ils fait durant cette édition ? Eh bien, pour les Français, ça s'est plutôt mal passé. En effet, l'équipe de France a perdu coup sur coup ses 2 premiers matchs de poule, battue par la Malaisie 5-7-0 et surclassée sur le même score par le Japon. Les Bleus ont quand même remporté leur dernier match contre l'Australie 4-1, mais il était déjà trop tard pour se qualifier pour la phase finale. Mais pourtant, le badminton français monte en puissance. Comment expliquer cet échec ? Cet échec n'est pas anodin puisque l'équipe de France n'a compté dans sa délégation aucun de ses meilleurs éléments. En effet, la fédération a décidé de ménager tous ses champions d'Europe ainsi que son double mixte phare. Les frères Popov et Alex Lanier, fraîchement médaillés respectivement argent et or au championnat d'Europe le 14 avril 2025, étaient donc bien absents. Mais nos Français seront bien présents et prêts pour le prochain rendez-vous qui se déroulera du 25 au 31 août à l'Adidas Arena à Paris. Merci beaucoup Naël. J'ai juste une petite question. C'est normal de boycotter une aussi grosse compétition pour les Français en bad, vous pensez ? Je pense que en fait c'est une grande compétition quand même, c'est vrai, mais en fait c'est vrai que dans le badminton il y en a quand même beaucoup des compétitions comme ça, et c'est vrai que par exemple forcément les championnats du monde qui se dérouleront à Paris du 25 au 31 août, c'est une compétition qui est bien plus prestigieuse et en plus qui se déroule en France. Donc d'un côté... Donc on préfère quand même mettre de côté ces compétitions-là pour plutôt se préparer pour d'autres en fait, c'est ça ? C'est ça, surtout que voilà, la compétition était rude et que c'est vrai qu'une victoire française était quasiment inespérée. Bon ben d'accord, merci beaucoup Naël. On va passer maintenant au débat du jour. Alors on le sait, cette saison 2025 c'est une première dans le tennis. C'est la première saison où l'ATP a mis l'arbitrage automatique sur tous les tournois, sauf Roland-Garros. Donc moi, j'ai une question, les gars. Pour ou contre cet arbitrage automatique sur tous les tournois ? J'ai envie de débuter avec Jules. Jules, quel est ton avis sur la question ? Alors, déjà, d'un point de vue technique, malgré quelques petites erreurs, on peut dire que ça marche sur le plan fonctionnel. Après, moi, j'ai une question, vu que je m'y connais quand même moins que toi. Est-ce que les arbitres du circuit international, c'était des employés qui étaient payés ou c'était des bénévoles ? Alors, il faut savoir que moi, je suis très contre cet arbitrage automatique parce que les juges de ligne, c'était effectivement des personnes qui étaient payées, mais c'était surtout des personnes qui poursuivaient leur formation pour ensuite être arbitre de chef. Je vais prendre un exemple. J'ai été toute la semaine pour service gagnant justement à Aix-en-Provence et il y avait des juges de ligne parce que c'est le circuit Challenger et sur le circuit Challenger il reste. Et ces juges de ligne, ils sont là uniquement pour ensuite devenir justement arbitre de chaise. Donc pour moi, cet arbitrage automatique, ça enlève une partie de la formation. Et oui, et du coup, forcément, il y a des pertes d'emploi, je suppose, donc ça, c'est quand même un point assez négatif. Mais surtout... Donc toi, Jules, t'es quand même un peu pour... C'est mitigé, mais je dirais quand même contre, parce que aujourd'hui, aussi, les arbitres, moi je trouve que ça fait le charme du tennis. Et puis justement, il y a je sais pas qu'on appelle ça, mais en gros la VAR en cas d'erreur avec les challenges, donc c'était très bien comme ça. Aujourd'hui, on nous met une technologie qui est pas plus fiable que les arbitres et qui les remplace. Donc je vois pas en quoi c'est forcément positif. Mais si la technologie elle se développe et qu'elle devient infaillible, alors là, je comprendrais qu'on l'adopte. Je pense que c'est un peu trop tôt, prématuré. Je vois. Driss, toi, quel est ton avis sur
sur Moi, cet arbitrage. moi, je suis mi-pour, mi-contre, mais plus du côté contre quand même. Ça va retirer quand même de l'humanité. C'est aussi cool d'avoir des arbitres qui, durant tout le match, sont présents. Et comme tu l'as dit précédemment, Léo, c'est peut-être aussi un moyen, un rêve qui est retiré à certaines personnes qui veulent devenir arbitre, que ce soit juge de ligne ou arbitre principal. Donc, non, je pense pas que c'est une bonne solution. Mais après, comme l'a dit Jules, si bien évidemment ça devient totalement infaillible, bah, à ce moment-là, on comprendrait. Après, il y a quand même beaucoup d'erreurs ces derniers temps. Je pense au match il y a 2 jours entre Sébastien Corda et je sais plus, c'était Tommy Paul, je crois. Je crois que c'était un match entre Américains. Ouais. La balle arrivait au milieu du terrain, mais à cause de l'ombre du cours de Rome, la balle était annoncée faute par la technologie. On a donc eu une interruption de 20 minutes. 2 semaines avant, il y avait le scandale avec Alexander Zverev. Sabalenka aussi. Exactement, Sabalenka à Stuttgart, il me semble. Ouais, Où quand elle prend la photo, on voit que la balle est vraiment faute de 2-3 bons centimètres quand même. Toi, Naël, c'est quoi ton avis sur ces erreurs qui sont arrivées liées à cet arbitrage automatique ? Bah, c'est vrai que c'est un sujet compliqué. Moi, honnêtement, je trouve, en fait, surtout, c'est la même chose dans tous les sports qui se robotisent un peu sur cet arbitrage. Je trouve qu'en fait, c'est juste un facteur alourdissant, en fait, parce que ça va ralentir le jeu. Et c'est vrai que, bah, par exemple, moi, personnellement, je n'avais pas vu ce match entre Américains. Mais c'est vrai que moi, je regarde un match de tennis, j'ai envie de voir du jeu. Et c'est vrai qu'une interruption de 20 minutes pour un truc qui était quand même assez simple à vérifier, bah, c'est compliqué. Oui, parce que, à noter qu'avec cet arbitrage automatique, avant, quand il y avait l'arbitrage avec les juges de ligne, les arbitres principaux pouvaient descendre, vérifier la marque et dire si elle était faute ou non. Maintenant, avec cet arbitrage automatique, ce n'est plus possible. Les arbitres de chaise n'ont pas le droit de descendre. Ça donne d'ailleurs des scènes un peu ubuesques, j'ai envie de dire. Et donc c'est de ça que tu fais référence, Naïm. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'en fait, moi je pense que voilà, la technologie, ça peut être une aide, surtout dans les compétitions les plus prestigieuses. Donc quand ça se joue à des millimètres près, bah, d'accord, là il faut l'utiliser. Mais je trouve ça un peu bête de ne pas l'utiliser juste comme un outil en complément de l'arbitrage plutôt que... Exactement. Ça. Là, mais surtout qu'en plus, on le voit, dans les autres sports, ça marche pas à 100%. Il y a toujours des débats là-dessus. Donc, pour dans le tennis, ça marcherait forcément très vite. Donc, oui, donc peut-être une adaptation en laissant les challenges, mais en laissant la possibilité à l'arbitre de descendre, ce serait peut-être une bonne solution, effectivement. J'ai envie de demander l'avis de celui qui nous fait la régie aujourd'hui, François Gradiani. Attention, le plus grand fan de Carlos Alcaraz. François, dis-moi, c'est quoi ton avis ? Parce que François est un grand suiveur de tennis. Moi, je pense que ça dénature le métier de juge-arbitre et d'arbitre en général, parce que du coup, par exemple, sur terre battue, il peut plus descendre. Donc, la saison sur terre, on voyait tout le temps les arbitres à Roland-Garros, à Rome, Monte-Carlo descendre. Il a plus le droit de faire ça. Moi, j'aurais été peut-être pour augmenter le nombre de challenges de 3 à 5, par exemple, pour commencer un petit peu de ce point de vue-là. Et si demain la technologie marchait à 100%, mais là on voit par exemple la grosse erreur, comme tu l'as dit, qu'il y a eu où la zone était dans le carré de service et où la balle a été annoncée faute. Pour moi, pour l'instant, il faudrait peut-être penser à faire comme à Roland-Garros et garder ces juges de ligne pour les autres tournois. Oui. Ouais, merci. Et effectivement, vous avez tous mis en avant ce point important qui est la déshumanisation du tennis, justement. Et moi, j'ai vu à Paris, Bercy l'an dernier, quand il y avait encore les juges de ligne, qu'effectivement, ça rajoute de la vie dans un sport qui en perd de plus en plus chaque année. Beaucoup de joueurs se plaignent d'ailleurs de ce manque d'humain dans les stades. Et effectivement, vous l'avez montré, il y a une perte de l'homme dans le tennis. Après, au niveau des supporters, tu trouves pas qu'il y a une augmentation par contre de la ferveur, surtout du côté français ? Moi je trouve justement que ces dernières années, dans les stades, quand même ça prend de l'ampleur. Hein. C'est un autre débat, mais effectivement, il y a de l'ampleur, mais en même temps il y a le côté négatif. On l'a vu avec Tyler Fritz à Roland-Garros, ça à amène plusieurs des tensions. endroits. Mais c'est un autre débat qui serait super intéressant pour... Après, ça dépend des tournois et des populations. Comme on l'a vu à Monte-Carlo, il y avait beaucoup de ferveur côté italien notamment. Exactement. Je peux vous le dire, ouais, c'était impressionnant. Mais moi j'étais à Aix-en-Provence, c'est pareil, une grande ferveur pour des Corentin Moutet. Mais oui, c'est un autre débat. Merci beaucoup les gars pour ce débat qui était vraiment très intéressant. On va passer maintenant au quiz préparé par Driss. Oh là là. Match point. Attention Driss, qu'est-ce que tu nous as préparé ? 5 questions, c'est ça ? Alors 5 questions, il y en a une seule qui est en dehors du tennis. Je pré-shot 5-0 pour Léo. Non. Mais c'est... Il est piégeux. Piégeux, mais c'est des questions surtout de rapidité, donc il va falloir être très rapide. Ok, on est d'accord qu'on le laisse terminer sa question avant de répondre. Hein. Oui, Allez, ça On va. ne coupe pas la parole parce que sinon... exactement. Ça marche.
Alors, première question. En combien de participations Rafael Nadal a gagné 14 Roland Garros? 17. 18. 19. Ouais. 19. Bien joué. J'ai Exactement l'impression que c'est ça. un peu un coup de chance, mais bien joué. Non, je savais. Attention, le plus grand fan de Rafael Nadal à la régie a répondu faux, je crois. Ouais, t'as dit J'ai dit 18, ouais, parce qu'il perd 2 fois Djoko, une fois Sunderland, il fait forfait en 2016, et il y a une autre qui Là, m'échappe. j'ai du vérifié, coup. c'est 19. Non, mais il y en a une qui m'échappe, quoi, de participation. C'est dommage. 1-0 pour Naël, hein, qui commence très bien ce quiz. La défaite contre Zverev. La défaite contre Zverev. Ouais, c'est ça. Oui, T'as raison, ça fait 19, c'est contre pour Zverev, ça. on a tendance à l'oublier, hein, cette triste défaite en 3-7. C'est vrai. Alors ensuite, en 2020, à Roland Garros, quel joueur ayant bénéficié d'une wildcard a éliminé Wawrinka? Hugo Gaston. C'est ça, exactement. Oh oui. Et oui, c'est Ah, l'année on où s'en Hugo rappelle. Gaston arrive à prendre même un set à Dominic Thiem. 2 même, il arrive au 5ème Ouais. set. Il arrive en au huitième de 5ème finale. set. Il avait failli passer en deuxième Je semaine. me rappelle, tous les médias s'étaient enflammés autour d'Hugo Gaston. Peut-être un peu de déception d'ailleurs. Ouais, c'est un peu de déception. Ouais, choquant, Mais il a fait un super match au Challenger de Bordeaux hier contre Galan, où il a éliminé Galan en 2-7. Et peut-être une saison terre battue un peu mitigée, mais on se dit que peut-être un petit éclair de génie à Roland Garros, Ah bah ça oui. fait pas de mal. On a toujours des espoirs à Roland Garros, puis ça finit toujours pareil. Après, on peut On espérer verra. si on veut. On verra. On verra ce qui se Exactement. passe à Roland. Alors, il y a un mois, qui a gagné l'ATP 500 de Barcelone? Rune. C'est Rune. C'est Rune. C'est pas Rune, c'est J'ai Rune. dit Rune, j'ai dit T'as Rune. Rune. J'ai dit Ok, Rune. donc c'est Jules qui l'a eu en premier. Pour l'instant, c'est très serré en tout cas. hein. Léo, 1 point. Naël, Naël, 1 point. un. Jules, 1 point. Bon, François, peut-être le premier point sur la prochaine question. Ah, peut-être à la régie, il y a du délai. Ouais, c'est ça. Alors, la prochaine question, ce sera pas une question de rapidité, mais ça sera plutôt une question de celui qui donne la réponse la plus proche, il a le point. Un juste prix. Exactement. En quelle année a eu la première édition des championnats du monde de tennis de table? Waouh. Alors là, je crois que ça va être un peu au pifomètre pour Mais chacun. hein. C'est pas. Est-ce que c'est un sport qui s'est démocratisé il y a longtemps? Non. Non. 1966. Moi, je dirais pendant la guerre froide, Ni- ouais. 1962. Vas-y, François, je te laisse. 1924. T'as dit Complètement combien à l'opposé. 1924. Ah oui, complètement. toi, t'es Vas-y, parti loin, là. t'as dit 60 combien, toi 62. Et toi À ce moment, c'est lui qui a Bah, raison. je dirais 67. Eh ben, le plus proche et de très loin, c'est François. hein. Ah ouais Ah C'est oui 1926. C'est un sport qui est beaucoup plus ancien qu'on ne le pense. hein. À 2 ans Et, près. alors là, J'étais à 2 ans je- du je- Graal. C'est pas du tout Je pensais pas du 1926. tout. Exactement. Exactement. Mm. Et ben là, je pense qu'on est dans une situation qu'on n'a jamais vue. Là, celui qui gagne, la dernière question, il a gagné. Ah, les gars, ça va se Je battre. suis un peu Donc- déçu du présentateur. Waouh. C'est vrai. La question de Rune, la question de Nadal, j'avoue, la question de Rune, j'aime pas Holger Après, Rune, c'est peut-être pour ça. Ah ouais, trop d'inconstance et vraiment Oui. sur le terrain insupportable. Sur le terrain, il est vraiment insupportable quand même. Mm. hein. Alors attention, il va falloir aller très vite. Le tournoi de Hambourg commence la semaine prochaine. Mais qui l'a gagné l'année dernière? Arthur Fils. Ah, Exactement. oh là là. Bravo. Bravo François, exactement. Ça allait trop vite. Alors, t'as pas précisé, Arthur Fils. t'as pas précisé féminin quand même Ah ouais, mais voilà, je Ça- pense que la fois, Arthur- c'était évident. Arthur Fils face à Alexander Zverev, on le rappelle, en 3-7. C'était sûrement un des plus beaux matchs de la saison pour moi. C'est l'an quoi, dernier. c'est quoi la surface déjà? C'est gazon, non? Non, non, c'est Terre terre battue. Terre battue. Ah, c'est terre C'est battue, ok. en gros, alors avant c'était sur terre battue, mais plus tard dans l'année c'était en août, je crois. Et là ils l'ont redécalé une semaine avant Et Roland Garros. du coup. L'année dernière, c'était fin août. Et là, bah, c'est Voilà, le 18 maintenant mai. c'est bien. Bravo François pour cette victoire à la régie. Ouais, bravo. Magnifique. Les gars, merci beaucoup pour cette émission. Merci beaucoup Jules, merci beaucoup Naël d'être Bah, venu. merci à toi. Bah, ce fut un De- plaisir. hein. C'était de super chronique, franchement. On se retrouve la semaine prochaine, sûrement pour une émission spéciale Roland Garros, vu que les qualifications débutent ce lundi. Et je vous dis passez une bonne soirée. Et... Eh ben, merci.